Écoutez, je suis heureux d'accueillir M. Dupont-Aignan, surtout que la tâche pour lui n'est quand même pas facile par rapport à tous les interlocuteurs que nous avons eu ce matin, parce que nous avons pris un petit peu de retard et j'en suis désolé. Et en plus, je dois souligner que, Marcel, voilà, que très gentiment vous avez accepté de réduire votre temps de parole, puisque comme nous avançons en heure dans la matinée, les uns les autres, voilà. On va essayer donc d'être très efficace. Je vous laisse le temps d'intervention que vous voulez prendre, et puis ensuite, si vous voulez qu'on passe aux questions-réponses avec la salle, vous viendrez à côté de moi. Voilà. Très bien, je vous remercie d'accueillir une PME politique. Après les multinationales, qui ne sont pas toujours les plus efficaces, en tout cas qui sont sûrement plus agitées. Je vous remercie, Monsieur le Président. Demandez. C'est pas parce qu'on est une PME politique qu'on est moins respectable. C'est d'ailleurs d'autant plus difficile. Et vraiment, je remercie Monsieur le Président d'avoir accepté de me laisser la parole. Je vais donc être moins long, parce que c'est pas au poids que se mesurent les mesures, et je voudrais simplement aujourd'hui vous dire ce que j'ai sur le cœur, notamment pour les entreprises dans notre pays. Donc, 10 minutes, c'était 20 minutes, je réduis de moitié, et on réduira de moitié, vous pourrez aller déjeuner tranquille. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire qu'on est dans un pays extraordinaire, où tous ceux qui ont gouverné depuis 20 ans viennent vous faire des promesses. Ils n'ont pas fait, quand ils étaient au pouvoir, ce qu'ils viennent vous promettre de faire, et souvent vous les croyez encore. Nous sommes d'ailleurs la seule démocratie où on peut avoir gouverné, avoir échoué, être battu aux élections, et de manière inébranlable croire que les Français veulent encore de vous. Eh bien moi je vous le dis très clairement, les Français en ont assez. Et la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait pour notamment assurer le développement économique de notre pays et porter notre système social. D'une manière générale, je suis absolument convaincu qu'il n'y aura pas de purge ultralibérale ou austéritaire dans notre pays parce que les Français ne l'accepteront jamais. Alors on peut le promettre pour se faire élire ici ou là, mais ça ne passera pas le cap de la présidentielle. Je crois qu'on a un système social. Ce système social, il faut le réformer, il faut l'améliorer, il faut le faire maigrir, c'est évident. Mais il faut surtout avoir un système économique qui puisse porter ce système social. Cela veut dire qu'il faut redresser notre pays sans trop faire souffrir les Français. Vos PME, nos entreprises, sont prises en étau depuis des années. Sont prises en étau entre, d'une part, une concurrence déloyale, toujours plus forte, de par les accords européens que nos dirigeants ont signés à tort. Et d'autre part, des normes, une fiscalité totalement contradictoire avec ce grand bain de la mondialisation inhumaine. Alors vous le savez, vous le vivez, je ne vais pas insister dessus. Quel est mon projet et quelle est sa différence? C'est que je crois qu'il faut agir sur les deux. C'est-à-dire, d'une part, fortifier nos entreprises en ciblant les aides. Et c'est ma différence, cibler nos aides. Et puis ensuite, revoir les règles de la concurrence déloyale. Et sans la renégociation des traités européens, nous nous retrouverons dans 5 ans dans la même position et il faut avoir le courage de le dire. Ça ne veut pas dire la fin de l'Europe. Cela veut dire défendre nos intérêts. Et si nos dirigeants restent soumis à la doxa de Bruxelles, eh bien nous n'y arriverons pas. C'est la clé de tout. Alors, je vais résumer très simplement mon projet politique et économique que vous trouverez sur Internet sur ces 2 points. D'abord, je crois qu'on a eu 40 milliards d'allègements de charges sous ce quinquennat. Est-ce qu'on a vu la conséquence sur l'emploi? Est-ce qu'il y a eu des créations vraiment d'emplois? Non. Est-ce que c'est normal que la Banque Postale et la grande distribution aient pris une grande part du CICE? Non. Cela veut dire que l'ensemble de ma politique, que nous avons conçue avec des experts, avec des économistes, avec des chefs d'entreprise, consiste à cibler les baisses de charges. Cibler les baisses de charges d'abord sur les PME, TPE, puisque vous le savez, la politique économique de la France est faite pour les entreprises du CAC 40. Cela veut dire mettre un ministre de l'économie qui soit un ancien patron de PME. Ce n'est pas un gadget, c'est de réorienter l'action de Bercy en fonction des préoccupations des chefs d'entreprise. C'est ensuite un engagement zéro taxe, zéro norme supplémentaire pour les TPE, PME. C'est enfin de relever les seuils sociaux de 50% pour nos entreprises et simplifier la vie des PME, ça peut être fait très rapidement et il y a un gisement d'emploi considérable. C'est aussi favoriser la transmission des entreprises et vous le savez,
avec un engagement d'exonérer sur 90% de la valeur, supprimer le RSI, réformer et mettre en place un système d'indépendants, de régime indépendant, revoir les relations avec les banques, etc., etc. Mais le projet que je propose vise surtout à favoriser les PME qui produisent en France et à distinguer très clairement celles qui ont un comportement patriotique de celles qui ne l'ont pas. Parce que les chefs d'entreprise ne délocalisent pas par plaisir. Personne ne délocalise par plaisir. Alors, nous orienterons la baisse de charges principalement sur les entreprises qui produisent en France avec quelques mesures clés fondamentales. D'abord, la réorientation des 20 milliards du CICE vers une baisse de charges patronales, mais pas tout le monde le propose parce que c'est l'évidence. Ensuite, la baisse de moitié de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. C'est une mesure qui existe dans certains États américains. L'entreprise qui va investir en France doit savoir à l'avance qu'elle aura un super bonus fiscal. Tout l'enjeu, c'est de différencier les comportements. Vous choisissez d'équiper, d'investir dans notre pays, vous savez que vous aurez un bonus fiscal supplémentaire. C'est ensuite la mise en place d'un Buy French Act, pour parler d'anglais, à la manière des États-Unis, c'est-à-dire de réserver 75% des achats publics aux entreprises qui produisent dans notre pays. C'est enfin de tenter de réserver 50% des débouchés aux PME dans la commande publique, c'est-à-dire d'orienter véritablement l'argent du contribuable, l'argent des collectivités locales vers les entreprises locales. C'est enfin de mettre 0 ISF sur les fonds de l'ISF qui s'investiraient dans des entreprises qui produisent majoritairement en France. C'est enfin une dernière mesure de mettre en place un étiquetage obligatoire sur les marchandises pour indiquer précisément la part de fait en France et favoriser ainsi l'achat français par nos concitoyens. L'idée aussi, c'est de donner un bonus financier aux entreprises qui investiront dans les territoires où l'emploi disparaît, car le décalage entre les métropoles qui vont bien dans la mondialisation et l'effondrement de nos territoires ruraux, de nos villes moyennes, est absolument saisissant. Et si nous n'y prenons garde, c'est à une véritable révolution politique et sociale que nous assisterons. Elle est déjà dans les urnes, elle se prépare si nous ne faisons rien rapidement. Cela veut dire par exemple un fonds de relocalisation doté de 10 milliards d'euros qui existe, je n'ai rien inventé, qui existe au Japon. Les entreprises qui relocaliseront pourront avoir un système de bonus pour la robotisation, pour investir et faire revenir leurs entreprises sur des territoires en zone de sous-emploi. C'est bien sûr, ça paraît bête, supprimer les zones blanches de téléphonie mobile dans notre pays, favoriser le haut débit sur l'ensemble du territoire. C'est enfin avoir une meilleure gestion des fonds publics et arrêter les projets fous comme le Lyon-Turin à 25 milliards d'euros, alors que le tunnel du Fréjus est à moitié vide, et pouvoir réorienter les fonds publics vers cet aménagement du territoire, une vraie politique d'aménagement du territoire. C'est autre possibilité de cibler sur les chômeurs de longue durée. Je propose l'exonération, et on l'avait déjà proposé, et j'ai jamais réussi à convaincre les ministres différents qui sont passés de cette mesure, qui est fondamentale. Exonérer de toute charge sociale, pendant 5 ans, le recrutement d'un chômeur de longue durée, avec la possibilité pour le chef d'entreprise de se séparer de ce chômeur de longue durée, c'est-à-dire de l'avoir à l'essai. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous avez 1 500 000 Français qui sont perdus, qui sont abandonnés, qui coûtent cher à la société. Et cela ne sera pas une perte importante pour l'État d'avoir ce zéro charge pendant 5 ans si vous recrutez ce chômeur de longue durée. Bien évidemment, pour financer toutes ces mesures, je pense qu'il y a des recettes à obtenir. Et il n'y a pas de programme économique s'il n'y a pas un programme financier global. Et c'est pourquoi je propose plusieurs mesures, notamment que toute personne qui bénéficie d'une allocation sociale travaille 1 journée par semaine pour la collectivité. Que l'on lutte enfin plus efficacement contre la fraude sociale. Ce sont des milliards que nous pouvons récupérer. Contre la grande fraude fiscale et notamment la fraude à la TVA, qui sont des vraies escroqueries. Je voudrais aussi que l'on récupère les 8 milliards d'euros que nous donnons à Bruxelles pour nourrir nos concurrents, vos concurrents. 8 milliards d'excédents par an, ce sont des sommes considérables. La France a versé depuis 10 ans 61 milliards d'euros. 61 milliards d'euros à des pays. La Pologne a reçu 83 milliards d'euros depuis 10 ans. Cela m'amène à ma deuxième partie qui sera beaucoup plus brève. Mais on peut tout faire et il faut prendre des mesures ciblées. Il faut vous aider, on est d'accord, dans la limite du raisonnable et on peut le faire. Mais si parallèlement, vous ne bouchez pas la fuite qu'il y a dans la coque du navire,
Et je vous ai trouvé bien modéré dans vos textes, Monsieur le Président, sur notamment la directive travailleurs détachés. Comment accepter que l'on puisse ne pas payer les charges sociales françaises sur notre sol? Comment accepter qu'il y ait entre 300 000 et 500 000 travailleurs d'autres pays étrangers, subventionnés par nos impôts? Je parle des 8 milliards que nous donnons chaque année à Bruxelles et qui partent en Pologne, en Roumanie. Comment accepter cette concurrence déloyale? Comment accepter que le centre des impôts de ma ville ait vu sa rénovation intérieure entièrement faite par des ouvriers polonais? Comment accepter que les HLM dans ma ville aient été entièrement rénovés par des ouvriers roumains ou espagnols? Mais si vous ne luttez pas contre cette directive travailleurs détachés, si nous ne la supprimons pas au premier jour de l'élection présidentielle, vous pourrez faire tout ce que vous voulez en baisse de charge. Il faut arriver à combien de baisse de charge? Vous savez très bien que les propositions aujourd'hui pour les appels d'offres, nous arrivons à un coût du travail qui est quasiment de moitié pour des entreprises luxembourgeoises qui font venir les nouveaux esclaves. Cela veut dire avoir le courage, oui, de changer les choses au niveau européen. Comme nous ne pourrons rien faire si nous n'investissons pas des milliards d'euros dans la science, dans la technologie, si nous n'avons pas une politique d'innovation beaucoup plus forte. Et je voudrais vous citer l'exemple d'une entreprise du bassin toulousain qui m'expliquait, que j'ai rencontré à Singapour, parce que j'ai été voir ce qui se passe ailleurs. Parce qu'on nous dit la mondialisation, vous êtes souverainiste, vous êtes gaulliste, vous n'y comprenez rien, vous êtes du passé. Eh bien non, tous les États stratèges dans la mondialisation défendent leurs intérêts. Tous les États aident leurs entreprises. Tous les États protègent et font du protectionnisme intelligent. Singapour a offert une usine clé en main à une entreprise sous-traitante de l'aéronautique, 30 millions d'euros. La même entreprise avait demandé à Bercy d'avoir des aides. L'Europe l'interdit. Alors cette entreprise est partie à Singapour. La seule condition, c'était d'amener une dizaine de chercheurs pour 5 ans qui allaient former des ingénieurs singapouriens. On ne peut pas mener un match de boxe avec les mains liées dans le dos. Vous avez les mains liées en termes de charges fiscales, en termes de normes, et on est d'accord, et je suis le premier à vouloir alléger ces normes. Mais si parallèlement, nous ne remettons pas les conditions d'une concurrence loyale avec les autres pays dans la mondialisation, ce que font tous les pays du monde. Allez voir ce que fait la Corée du Sud, allez voir ce que fait le Japon, allez voir même ce que fait l'Allemagne dans ses appels d'offres. Et vous verrez que la naïveté française, liée à une adoration idéologique, sectaire et absurde d'une Union européenne qui n'a plus rien à voir avec la belle Europe, conduit la France à un défaitisme et à une diminution de ses emplois productifs. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Oui au libéralisme, pour un libéralisme ordonné, pour favoriser la création, pour aider nos entrepreneurs, mais il faut aussi un cadre général, et je ne parle même pas de la monnaie, tant cette affaire est importante, même s'il y a eu une amélioration avec la baisse de l'euro vis-à-vis du dollar. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de votre introduction tonique. Je vous propose de